Voilà. Ben, voilà, je crois que je peux commencer. Bonsoir à toutes et tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui du couple, l'identité du couple. Qui sommes-nous, le couple? Alors, le couple, c'est un plus un égale 3, c'est-à-dire moi, toi et le couple. Pour faciliter la façon dont je vais vous expliquer les choses, j'ai choisi une allégorie qui serait que moi, je suis le jaune, toi, tu es le bleu, et ensemble, nous formons un couple qui est le vert. Dans le couple, il y a donc deux personnes qui s'aiment et une relation, donc trois identités distinctes, quatre quand on est chrétien. D'abord, il y a le moi, le jaune, et nous avons vu avec Micheline, lors du premier webinaire, l'importance de bien me connaître, de savoir qui je suis, de quoi est fait mon jaune, de quelles valeurs, de quelles croyances, de quelles blessures, de quels désirs aussi. Quelles sont mes qualités, mes défauts? Quelles sont mes zones jaunes foncé? Quelles sont celles qui sont jaunes plus lumineux? C'est important parce que le jaune reste une couleur dont je vais devoir continuer à prendre soin pour qu'il reste jaune, qu'il ne s'altère pas. Sinon, comment pourrais-je former du vert? Il faudra que j'apprenne à ne pas me perdre dans la relation, à ne pas attendre que le bleu me complète, par exemple, ou que je devienne verte. Alors il y a le deuxième partenaire de la relation, le toi, le bleu. Au début de la relation, quand le jaune rencontre le bleu, il l'idéalise. Il le teinte de toutes ses projections de jaune. Mais comme pour le jaune, on verra qu'il est plus intéressant de connaître le vrai toi. Un bleu qui connaît idéalement lui aussi ses qualités aussi bien que ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Son bleu ciel et son bleu gris. Toi et moi, issus de nos familles respectives, c'est-à-dire d'une filiation plus ou moins complexe, respectivement de jaune et de bleu, plus ou moins heureuse. C'est donc dans une perspective transgénérationnelle que le nouveau couple va s'inscrire. Ça, c'est important de le souligner, car souvent on apporte avec soi dans une relation des valises qui sont assez lourdes. Elles sont faites de de ce qui nous a construit, mais on n'en a pas toujours conscience. Il est donc vraiment essentiel de se demander qu'est-ce qu'on m'a enseigné, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que je souhaite pour le couple. Ensuite, le jaune et le bleu, ça forme le vert, notre couple. C'est une troisième couleur, faite du mélange des deux autres. C'est une identité à part entière qui nécessite des soins particuliers. Créer du vert, cela demande de nous élever au-dessus de notre propre individualité, respectivement de notre jaune et de notre bleu. Alors, les thérapeutes de couple s'entendent pour définir trois grandes phases que le couple traverse au cours de sa vie et qui l'amènent à maturité, à un vert profond et serein. La première phase, c'est celle, ici je vous montre les trois phases, voilà un peu mieux, c'est celle du 1 plus 1 égale 1. Ensuite, il y a la phase du 1 plus 1 égale 2 et finalement 1 plus 1 égale 3. La première étape, le 1 plus 1 égale 1, on le voit, c'est une belle boule toute verte. C'est la phase de la fusion. C'est la phase qui suit la rencontre. C'est celle du sentiment amoureux, celle qui fait qu'on se met en couple. Elle est appelée l'étape de la fusion parce qu'on est vraiment fusionné. À cette étape, mon objectif, c'est toi. Ton objectif, c'est moi. Je me fonds en toi et toi en moi. Nous ne faisons plus qu'un et on se regarde l'un l'autre, rien d'autre ne compte. On n'a pas besoin des autres, on se suffit et c'est merveilleux. On a l'impression en plus qu'on est les seuls à vivre ça. C'est l'alchimie du début, mais elle ne dure pas. C'est comme un état de grâce, un état où en quelque sorte on subit l'amour. On ne choisit pas vraiment l'autre. C'est la phase passionnelle et non l'amour. Mais on ne peut pas avancer quand on se regarde l'un l'autre. Et les idéalisations, elles survivent rarement au filtre de la réalité. Alors, on passe de cette phase-là, pardon, à la phase suivante. C'est l'étape de la différenciation. À cette étape,
je réalise que le bleu, c'est vraiment différent du jaune. Et puis qu'il y a des caractéristiques du moi jaune que j'étais qui me manquent, parce que je les ai laissées tomber pour plaire à l'autre. Je ne fais plus de danse, par exemple, je ne vois plus mes amis, je ne prends plus le temps de lire alors que j'aimais ça me faisait du bien. Donc, peu à peu, chacun reprend son individualité. Et surtout, je me rends compte de l'individualité de l'autre, de sa différence. On oublie qu'on n'est pas avec un cela, si vous vous rappelez le webinaire de midi, c'est-à-dire quelqu'un censé remplir toutes les cases du partenaire idéal, tel qu'on se l'était imaginé. Mais on est avec un être imparfait, comme nous. Et les reproches commencent. Quoi, le bleu? T'es vraiment comme ça? Non, dit le bleu, c'est vraiment ça que tu aimes? C'est ça qui te fait plaisir? Oh, la façon dont tu fais ça ou ça, bon, ça ne me convient pas. Et puis, tu es toujours sur ton téléphone. Et quoi, sois plus poli quand tu parles. Moi, on m'a appris à faire comme ça. Tu ferais mieux de, etc., etc. On se dit, ce serait tellement plus simple si le bleu était jaune. On serait d'accord sur tout. Peut-être me suis-je trompée de couleur. Peut-être qu'avec un rouge, ça aurait été plus facile. Créer du vert, bon, c'est trop compliqué. Et on commence à vouloir changer l'autre, avec beaucoup de bonne volonté, parce qu'on est sincèrement convaincu. Il va vraiment falloir que tu changes, hein, sinon ça n'ira jamais. Et je t'assure, je te fais un cadeau quand je te dis ça, parce que quand tu iras mieux, bah, le couple ira mieux. Et c'est un jeu absurde, et pourtant très fréquent, de vouloir changer le toi pour l'adapter au moi. Et là, je voudrais juste vous parler d'un couple que j'ai rencontré. C'était un jeune couple qui s'était marié encore dans la première phase, la phase de fusion. Et puis, quand ils ont été confrontés à la réalité de l'autre, c'était l'horreur. Et ils sont arrivés et elle disait, bon, moi, je ne peux pas divorcer, c'est interdit, c'était un couple chrétien. Je n'ai pas le droit de divorcer, je vais devoir rester avec lui, mais comme il est, ça ne me convient pas. Il n'est pas chrétien, il m'avait dit qu'il était chrétien, donc je veux qu'il signe un contrat comme quoi on élèvera nos enfants dans la foi. Bah, donc, elle voulait changer l'autre. Lui, c'est terrible, parce qu'il n'était pas reconnu pour qui il était, il ne se sentait pas aimé comme il l'était, et surtout, elle n'avait aucune confiance en lui. Donc, la plupart des couples qui viennent me voir sont bloqués dans cette phase de la différenciation. Elle peut durer plus ou moins longtemps, parfois très longtemps. Les conflits apparaissent et se multiplient, et alors le verre commence à se ternir. Il se ternit d'attentes non exprimées, d'espoirs déçus, qui conduisent eux-mêmes à des frustrations, des blessures. La confiance est brisée. Chacun se retire alors dans sa couleur et ne donne plus grand-chose pour nourrir le verre. On peut même en arriver à détester l'autre d'être tellement différent. Et parfois, ça paraît à ce point insurmontable qu'on se sépare. Et ça peut effectivement être la seule issue, quand c'est allé trop loin. Quand trop de méchanceté, voire de violence, ont détruit le vert, ou le jaune, ou le bleu, et qu'il n'y a plus du tout d'amour, de respect, de communication. Certains restent en couple juste parce qu'il le faut bien, parce qu'on n'a pas le droit de divorcer. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais alors, on commence à vivre chacun pour soi, chacun de son côté, comme deux personnes qui poursuivent le même chemin, mais dans deux trains parallèles, un jaune et un bleu, mais qui ne forment plus de vert. Souvent, c'est-à-dire à chaque fois, sauf si l'un des deux souffre vraiment d'un narcissisme tellement abîmé qu'il en devient pathologique, souvent la responsabilité est partagée, car on est tous les deux responsables dans une relation, et on entre tous les deux dans une espèce de scénario où l'un est victime, l'autre bourreau, toujours les mêmes, ou à tour de rôle. Un scénario douloureux qui se répète encore, et qui à chaque fois abîme un peu plus le jaune, le bleu et surtout le vert. Il arrive aussi que le vert devienne très bleu, parce que le bleu prend beaucoup de place, ou le contraire. Qu'est-ce qui fait, dans mon histoire ou dans mes croyances, que j'ai besoin de prendre toute la place, ou que je laisse tant de place à l'autre? Quels sont mes besoins au fond? Est-ce la conséquence d'une relation passée et non sécurisante? Quels besoins a-t-elle laissé? Comment puis-je les combler sans faire peser cette charge sur l'autre?
Ce sont beaucoup de questions intéressantes à travailler pour pouvoir avancer. Dans certains vers même, le jaune ou le bleu attend de l'autre qu'il lui donne enfin ce qu'il n'a jamais reçu, ce qui pourrait réparer sa couleur. Mais comment du bleu pourrait-il réparer du jaune? Aucune couleur au monde ne peut réparer le jaune, si ce n'est le jaune lui-même. Que faire alors? Pour reprendre la métaphore des trains parallèles, moi je dirais sauter dans le même wagon. Tout n'est pas la faute de l'autre. Et le jaune comme le bleu influence la teinte que prend notre verre. Pas de verre sans bleu, ni sans jaune. Et sauter dans le même wagon, c'est dépasser les reproches envers toi, l'autre couleur, à comment, moi le jaune, je peux me mettre en mouvement pour que notre relation fonctionne. Quelle est ma responsabilité quand le verre devient disharmonieux? Je connais tes qualités, et bien sûr tu as des défauts, mais tout comme moi. Alors en faisant un pas vers toi, je vais t'aider à faire un pas vers moi. C'est ce qu'on appelle un don. Au lieu de te demander de changer, j'accepte de modifier quelque chose de moi. Au lieu d'attendre que l'autre soit un bon conjoint pour moi, je vais essayer d'être un bon conjoint pour lui. On gagne du mérite en donnant. Et il est temps de relancer le cycle du don qui, à cette étape, est bloqué. Dans une relation saine, ce cycle circule de façon fluide. C'est ça qu'on appelle la confiance, l'équilibre, l'équité entre le donner et le recevoir. Je te donne sans compter, car je sais que tu vas donner à ton tour, et je ne sais pas encore très bien quoi ni quand, mais je te fais confiance. Et en même temps, dans la même logique, j'accepte de recevoir ce que tu me donnes, car c'est bien aussi de savoir recevoir. Ça permet à l'autre de donner. J'ai reçu comme ça en consultation un couple bloqué dans cette phase de la différenciation, marié depuis 30 ans. Ils arrivent et elle dit qu'elle a compris quel était le problème. En fait, lui n'est pas assez chrétien. Un couple chrétien, c'est un couple qui met Dieu au centre. Et elle voudrait avoir avec son mari des moments de prière, des moments de partage autour de la parole. En creusant un peu, il s'avère qu'elle ne lui a jamais donné grand-chose. Pas beaucoup de tendresse, pas beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce qu'on n'est pas bloqué là dans le cycle du don? Chacun se retire et finalement, comme ce qu'on donne n'est pas accepté, l'autre n'accepte plus de recevoir et ne donne plus rien non plus. Donc chacun est déçu de ce qu'il reçoit de l'autre et ne donne plus et attend juste que l'autre change. Par contre, quand on relance le cycle du don, quand on accepte à nouveau de donner et de recevoir, on se donne la possibilité de passer à l'étape suivante. Enfin, qui est celle du 1 plus 1 égale 3. C'est la phase de la confiance méritée, celle de l'intimité, de l'amour apaisé. Sauter dans le même wagon, c'est accepter que nos deux personnalités c'est accepter nos deux personnalités qui font qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Nous sommes deux couleurs différentes, notre relation est humaine. Mais par contre, j'accepte que tu es autre et je renonce à te changer pour te faire correspondre au bleu que j'avais imaginé. Au fond, je te choisis, enfin, toi comme tu es. Selon le spécialiste des couples, Jacques Salomé, il y a 5 conditions pour arriver à créer un verre authentique. La première, c'est d'arriver à développer une autonomie affective et matérielle. C'est-à-dire, sommes-nous le jaune et le bleu, suffisamment déliés des liens passés pour pouvoir nous allier, matériellement, mais aussi affectivement. En effet, pour se lier à quelqu'un, il est nécessaire de démystifier les images écrans d'avant la rencontre, de nous en dégager. Il faut trouver la bonne distance avec les fausses croyances, les héritages culturels et transgénérationnels, les loyautés excessives à la famille d'origine, les désirs et les images que nous avons fantasmées de la sexualité ou du couple parfait. J'ai reçu par exemple en consultation un jeune couple, jeune marié. La première année du mariage déjà, quand le mari rentrait du travail, il allait voir d'abord sa maman et il n'allait plus tard que chez son épouse. Il a promis à sa maman de lui donner bientôt un petit-fils et son compte en banque est toujours tenu par son père.
Donc ça, pour créer du verre, c'est compliqué. Chacun donc doit être prêt à se lier à la couleur choisie, sans tenter d'y apporter d'autres couleurs. Créer à deux un verre unique et qui ne ressemble qu'à nous. L'autonomie affective, c'est aussi prendre la responsabilité de ce que j'éprouve. Je n'ai pas à rendre l'autre responsable de ce qui m'habite et me traverse. Selon Jacques Salomé, une relation saine et solide est aussi une relation où chacun se respecte et respecte l'autre dans son altérité. C'est le respect des différences qui maintient deux êtres ensemble, bien plus que la soumission, le compromis ou les concessions. Ce sont le jaune et le bleu, dans leur complexité et leur richesse colorée, qui dotent le vert de sa belle couleur. Le respect des différences concerne également le désir et la sexualité. Il y a deux désirs, deux temporalités et des envies qui peuvent ne pas toujours être raccords, mais avec lesquelles on construit une sexualité verte qui convient au jaune et au bleu. N'oubliez pas Buber, il nous a montré l'importance de ne pas considérer l'autre de la relation comme un cela, c'est-à-dire une couleur, peu importe laquelle, qui n'a pour fonction que de satisfaire mes désirs ou mes besoins. Mais l'autre est un tu, avec des désirs et des besoins qui lui sont propres, une personne à respecter. J'avais un autre exemple, mais je crois que je vais passer parce que le temps passe. Troisièmement, selon Jacques Salomé, il est important que nous soyons capables de proposer un projet de vie en commun, inscrit dans un avenir à construire à deux. L'autre n'a pas à rentrer dans mon projet. On construit celui-ci à deux. Ensuite, ça c'est très important aussi, il faut que nous nous donnions les moyens de communiquer. Les problèmes de communication sont les plus fréquemment évoqués en consultation. Mehdi nous a parlé des 5 erreurs de communication. L'absolutisme, qui est fréquent, c'est-à-dire tu dois faire ceci, il faut absolument que. Deuxièmement, ce qu'on appelle la vision du tunnel. On interprète tout avec une seule paire de lunettes, la nôtre évidemment. Troisièmement, l'extrémisme. Tout problème devient une tragédie, donc impossible de discuter de quoi que ce soit. La divination aussi, c'est très fréquent. Je devine tes pensées car je te connais mieux que personne. Franchement, est-ce que le bleu peut vraiment deviner les pensées du jaune? L'étiquetage aussi, stéréotyper l'autre, le mettre dans une case. Tu es toujours comme ça, tu ne fais jamais ceci. Ce sont des pièges qui minent la possibilité de se comprendre, qui ont une incidence sur la confiance et qui finissent par éroder l'affection. Sommes-nous capables aussi de nous proposer mutuellement des échanges de qualité pour alimenter notre verre, d'entretenir une relation de respect mutuel dans la vie de tous les jours et dans l'intimité? Sommes-nous capables, même lors de désaccords ou de disputes, de ne pas aller trop loin avec des gestes ou des paroles qui entacheraient indélébilement notre relation, d'arriver à mieux définir nos attentes, nos zones d'intolérance et les confronter aux attentes et zones d'intolérance de l'autre? Par exemple, lors de conflits, c'est quand même intéressant de se poser la question, quels besoins de chacun ne sont pas satisfaits? Est-ce qu'on les a exprimés? Comment les avons-nous exprimés? Comment pensons-nous avoir réagi par rapport à ces besoins non satisfaits? Des séances entières en thérapie peuvent tourner autour de reproches sur des faits concrets, des faits insignifiants, des disputes sur le partage des tâches. Et en fait, ça révèle une insatisfaction ou une blessure bien plus profonde qu'il est intéressant de creuser. Connaissons-nous aussi, au niveau de la communication, notre langage d'amour? Chacun a un langage d'amour grâce auquel il se sent aimé, qui remplit son réservoir d'amour. Il y en a 5. Les paroles valorisantes, des moments de qualité, une aide au quotidien, une relation physique et les cadeaux. Alors, comment est-ce que j'aime l'autre? Est-ce que lui se sent aimé avec la façon dont je l'aime et vice-versa? Pour créer un verre qui perdure, il nous faudra aussi accepter l'évolution et le changement et réactualiser régulièrement nos engagements. En effet, un être vivant évolue, grandit, se transforme, et bien une relation vivante aussi.
Il est donc nécessaire de mettre le tout en mots pour permettre à l'autre de nous voir et de nous accepter là où nous en sommes et non là où il nous voudrait. Au cours du temps, le jaune et le bleu peuvent être à tour de rôle foncé, clair ou en dégradé, et l'autre couleur va devoir s'adapter pour que le vert continue à exister. Par exemple, j'ai reçu Anna et Kevin. À toutes les séances, il est question de qui a fait quoi dans le ménage. Et en creusant, il s'est avéré que Anna avait en fait une grosse chute dans l'estime qu'elle avait d'elle-même, parce qu'au début de leur rencontre, comme elle est plus âgée, c'est elle qui apportait l'argent, qui faisait vivre le couple. Et puis petit à petit, lui s'est développé, a une carrière professionnelle, elle s'était fait licencier. Et en fait, il y avait une insatisfaction au quotidien, non, par une insatisfaction au quotidien, ils exprimaient la difficulté de vivre la relation qui changeait, mais ils n'en étaient pas conscients. Donc c'est toujours intéressant d'aller creuser dans les petits reproches qu'on fait à l'autre et qui n'ont pas l'air d'être importants, l'insatisfaction qu'il y a derrière. Et de se rendre, voilà. Mais pourquoi je prends cet exemple maintenant? Parce que quand l'autre, parfois, on a une temporalité différente et on ne change pas, on n'évolue pas toujours au même moment. Donc, il faut discuter de ça pour voir dans quoi on est. Voilà, et c'est normal, on n'est pas les mêmes en plus à 20 ans, 40 ou 60 ans, à peine éclos de notre famille d'origine ou au crépuscule de notre vie, en pleine santé et plein d'espoir, ou après avoir subi les joies et les pertes inhérentes à toute vie sur Terre. Les crises de la vie apportent aussi autant de couleurs nouvelles qui ébranlent la relation conjugale, la maison couple, comme l'appelle le psychiatre Robert Neuburger. Celle-ci doit à chaque fois trouver un nouvel équilibre vers l'arrivée d'un enfant, un changement professionnel, la maladie, le deuil. L'identité du couple conjugal va devoir continuer à exister à côté du couple parental, puis social, et surtout ne pas se perdre. Pour ça, c'est important de passer ensemble, en couple, de continuer à passer des moments de qualité ensemble, de rester un couple tout au long de la vie, malgré les difficultés, malgré les moments compliqués qui peuvent arriver. Parce que moi, j'ai reçu un couple, je ne sais pas, j'y pense maintenant, un couple en consultation où en fait, ils avaient une to-do list. Je les appelle mon couple to-do list. Donc, leur temps passé ensemble, c'était une to-do list, toutes les choses à faire. Donc, pour se détendre, pour pouvoir respirer, ils avaient besoin de sortir de la maison, chacun séparément, de retrouver leurs copains. C'est pas bon, ça. Ça ne nourrit pas le verre. Il faut arriver à faire des choses ensemble qui nourrissent notre verre. C'est aussi souvent au moment où le couple conjugal s'est perdu que je le reçois en consultation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Une infidélité, une dépression de l'un ou de l'autre, ou simplement l'ennui de se retrouver l'un en face de l'autre quand les enfants quittent le nid. Le couple parental continue d'exister tant que nous sommes parents, au-delà d'une séparation d'ailleurs. Mais à quel moment avons-nous oublié notre identité de conjoint, d'amoureux? Pour reprendre la symbolique des couleurs, à quel moment notre verre a-t-il commencé à se diluer dans d'autres couleurs pour devenir lui-même une couleur indéfinissable et fluctuante? La phase de différenciation est compliquée, mais elle est nécessaire. Chaque couple passe par cette étape. Certains y stagnent, d'autres se séparent. Pourtant, après cette exploration de soi et de l'autre, on réalise qu'on peut continuer à aimer l'autre et retrouver son autonomie. On peut donc passer à l'étape suivante, la dernière phase, où quand 1 plus 1 égale 3. Des nuages et des éclaircies ont transformé la couleur uniforme du début. Il aura fallu les traverser ensemble, accepter de remettre de solides convictions en question, accepter que le mur de nos certitudes se fissure. Mais quand on est enfin prêt à y mettre de l'amour, de monter ensemble dans le même wagon, on est prêt pour la troisième phase, celle du verre pérenne. Cette phase est la plus merveilleuse et c'est celle qu'on appelle l'intimité. Ça ressemble à la fusion. Mais dans la fusion, on se regardait l'un l'autre, vous vous souvenez? Là, on regarde ensemble, main dans la main, dans la même direction. On a tous les deux évolué,
On s'est sécurisé, rassuré, parce qu'on s'est bougé l'un pour l'autre. Et on avance ensemble vers un projet commun. C'est la liberté, au fond. On va faire des choses différentes, et quand on est ensemble, c'est super, même si on fait des choses banales. Ce sont des moments simples et merveilleux à la fois. Chacun peut être lui-même, sans faire semblant. Accepter l'autre comme il est, à la fois libre et relié à l'autre. Je peux rester jaune, tu peux rester bleu, parce que notre vert nous rassure. Évidemment, il y aura encore des hauts et des bas. Ce n'est pas un état stagnant, puisque une relation est vivante. Mais c'est toujours vouloir tendre à cet état où tous les deux sont épanouis. On est dans un état, au fond, de don à deux. Selon Jacques Salomé toujours, si nous devions établir une carte d'identité, puisque nous sommes sur le thème de l'identité, du couple heureux, du ver harmonieux qui partage une réelle intimité, elle réunirait les caractéristiques suivantes. Je regarde l'heure. On remarque chez ces couples-là, heureux, d'abord un accord physique, qui fait que le corps de l'autre est à la fois attirant et stimulant. Cela suppose un désir et une disponibilité qui trouvent des réponses dans la disponibilité et le désir de l'un et de l'autre. Moi, bleu, je ne désire que du vert et qu'avec toi, le jaune, quand tu le désires aussi, bien sûr, et quand tu me désires. On remarque chez ces couples-là aussi un accord social qui serait fondé sur une sensibilité ouverte à l'histoire et à l'éducation de l'autre, à ses valeurs, à ses croyances, à ses engagements, à ses fidélités. Je comprends que le bleu n'est pas le jaune, qu'il a fallu d'autres couleurs pour le créer, qu'elles font partie de lui et qu'il y tient. Et même si ça me dépasse, j'accepte que c'est ce qu'il a construit et lui a donné sa couleur. Le vert harmonieux et durable manifeste aussi un accord psychologique, c'est-à-dire des différences dans les traits de caractère de chacun, mais la possibilité d'un accord profond au niveau de la personnalité, ce qui permet de diminuer les antagonismes potentiels. Autrement dit, nous ne voyons pas toujours les choses de la même façon, mais ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort, ou parce que tu as raison que j'ai tort. Dans ce vers heureux, on trouve aussi un bon équilibre entre les forces de cohésion, le désir et plaisir à être ensemble, et les forces de distanciation, désir et plaisir à trouver la bonne distance, y compris le besoin de pouvoir se séparer sans se perdre. Je suis bien avec toi et je suis bien aussi sans toi. Le couple heureux témoigne aussi d'un accord émotionnel suffisamment stable pour aborder les variations émotionnelles ou les écarts et les emportements émotionnels qui peuvent surgir en période de stress ou de difficulté. Ton caractère est peut-être colérique, mais je comprends que tes colères ne sont pas toujours dirigées contre moi et j'apprends à laisser couler. 1 plus 1 égale 3 démontre également une sensibilité spirituelle qui ne se laisse pas enfermer par des dogmes rigides ou un intégrisme religieux qui tenterait d'enfermer l'autre dans les croyances ou les certitudes, dans mes croyances ou mes certitudes. Chacun a son chemin avec Dieu. Aucun de nous ne possède la vérité pour l'autre. Aucun des deux n'est plus digne que l'autre, même si l'un est chrétien et l'autre pas. Le verre sera donc fait des croyances de chacun, et c'est le deal que l'on fait quand on se lie à une autre couleur. Rappelez-vous Jessica Emmerich et le contrat qu'elle voulait lui faire signer. Chez le 1 plus 1 égale 3, on observe aussi une grande fluidité et beaucoup de souplesse dans les rôles respectifs que chacun aura à tenir dans sa vie sociale proche, famille d'origine, amis, et la vie sociale plus large, monde du travail, loisirs, engagements sociaux et civiques. Je respecte le fait qu'à certains moments de notre vie, tu sois davantage engagé et occupé en dehors qu'à l'intérieur de notre verre, mais je l'accepte parce que je sais qu'au fond, il te manque et que tu y reviendras quand tu pourras. Voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, le grand amour, ce n'est pas la fusion du début, qui relève plus du sentiment amoureux et de l'idéalisation, mais c'est quand on est au 3e stade. Parce qu'en se connaissant et en connaissant véritablement l'autre, on se choisit. Pour l'atteindre, ce stade, il faut auparavant passer par les 2 premiers. Et chaque couple va rencontrer plusieurs crises et problèmes.
Les moments de passage sont des moments difficiles. Mais le deuxième stade propose des pièges assez symptomatiques dans lesquels certains couples restent enlisés parfois pendant des années. J'ai essayé de vous aider à les repérer pour que vous compreniez dans quoi vous êtes, pour quelles raisons cela vaut la peine de faire des efforts, pour s'expliquer, échanger, se dire à l'autre, afin de pouvoir vivre une vie de couple épanouie, celle du troisième stade. Bien sûr, il vous arrivera de redescendre et parfois même de repasser par toutes les phases, car la vie est mouvante et l'ambivalence en fait partie. Mais en acceptant l'autre, le changement, les remises en question, les confrontations et non les affrontements, on construit une identité de couple solide. Et à deux, on est plus fort pour traverser les cycles et les crises de la vie, ainsi que les difficultés inévitables qui les accompagnent. Bien sûr, il faut être deux pour faire couple. Toute la bonne volonté d'un seul des partenaires ne suffit pas, car pour crier du vert, il faut bien deux couleurs qui acceptent de se mélanger. Et pour les couples chrétiens, bien sûr, l'accord de triple est plus solide, mais elle suppose elle aussi un engagement sincère de chacun des partenaires. Ce n'est pas Dieu qui va faire tout le boulot. Dans un mariage chrétien, on n'est pas appelé à imposer des principes non plus, ou à appliquer des règles, mais à voir son conjoint plutôt comme Dieu le voit, comme une partie intégrale de sa création, comme un être humain précieux, aussi précieux que moi. Un mariage qui intègre les paroles bibliques, c'est un mariage où chacun essaye de vivre les valeurs de l'Évangile, être une personne remplie d'intégrité, d'humilité et de bonté, une personne qui pardonne, qui aime son prochain. Ceci, me semble-t-il, est d'autant plus important quand je suis le seul croyant du couple. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai quelques outils à vous communiquer si ça vous intéresse. D'abord, je sais que beaucoup d'églises organisent des préparations au mariage, bon, si ce n'est pas dans votre église, ça peut se faire ailleurs, c'est très utile, parce que je crois qu'on aborde un peu tous ces sujets. Ensuite, il y a pas mal de livres, dont ceux que vous connaissez peut-être de Gary Chapman, qui a écrit d'ailleurs Les 5 langages de l'amour. Il a aussi écrit Amour et sexualité, Comment évoluer ensemble, Couple en crise. Donc, il y a beaucoup à lire sur ce sujet. Le psychiatre Robert Neuburger, dont j'ai parlé, qui a écrit On arrête ou on continue. Et il y a aussi Josh Gottman, qui a écrit Les couples heureux ont leurs secrets. Voilà, il y a pas mal, il y a beaucoup d'autres. Vous ouvrez Google, vous cherchez livres sur les couples et il y a pléthore de livres. Alors en consultation, on utilise beaucoup le génogramme. Le génogramme, c'est super intéressant comme outil parce que c'est comme un arbre généalogique de notre famille qui met en lumière les croyances, les valeurs, les types de relations, les alliances, les répétitions. Bref, l'histoire des comportements d'une famille sur au moins 3 générations. Et c'est intéressant parce que chacun de nous entre en relation avec ce qu'il est et ce qu'il a reçu en héritage du dévouement ou de la négligence de ses ascendants. Ça permet de réaliser ce qui nous agit parfois sans que nous en ayons conscience et aussi les schémas répétitifs qui nous empêchent de créer un ver unique qui ne ressemble qu'à nous. Voilà. Je crois que c'est le temps des questions. J'espère que... Non, je crois que c'était tout juste.